Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de À l'affût. Aujourd'hui, un reportage de pêche tardive en saison grâce à notre collaborateur M. Berkane Coban qui est accompagné de ses amis Justin Quirion et Serge Boulet. Un peu plus tard, Vincent, notre conseiller technique, va venir nous apprendre un peu les avantages d'avoir un frein de bouche sur notre carabine. On arrive toujours dans cette section d'émission où ce qu'on entend à l'arrière-plan un roulement de tambour parce que tout le monde est content de voir apparaître mon confrère Vincent Cloutier. Alors Vincent, bonjour. Bonjour Sylvain. Je suis content de t'avoir avec moi parce que je veux te parler d'une évidence de plus en plus qui est démontrée par la communauté scientifique, qui sont les changements climatiques. Oui. Bon, une autre affaire, où c'est qui s'en va avec ses skis, tu dois te dire. Je me suis aperçu que, il y a quelques années, on a eu de graves inondations au Québec. Hein? Tu te souviens, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a été inondé pendant de longues semaines, causant des débris et des dégâts absolument considérables. Et plusieurs municipalités comme ça, surtout riveraines aux fleuves, sont aux prises avec les fluctuations du niveau de l'eau. Depuis ce temps-là, le gouvernement, on voit, je pense, qu'il y a une meilleure gestion un peu de l'écoulement des eaux. Mais là, l'effet inverse est en train de se reproduire. Il n'y a quasiment plus d'eau. Les grands lacs sont très bas. J'ai des amis qui pêchent là-bas, sur le lac Ontario, entre autres, puis ils trouvent le niveau d'eau relativement bas. Les riverains au fleuve Saint-Laurent trouvent le niveau d'eau relativement bas. La navigation est pénible pour les grands et gros bateaux, les gros cargos. Tu es obligé d'irriguer souvent. À la marina de Berthier, pas loin de Montmagny, il a fallu qu'ils draguent parce que les bateaux n'étaient plus capables d'avoir accès au quai. J'ai essayé d'aller pêcher au lac Saint-Pierre l'été dernier, mais il n'y avait plus aucun bateau au quai parce qu'ils étaient tous sur la vase. On recherchait l'eau. Donc ici, ma question, ces changements climatiques-là nous apportent quand même assez d'inconvénients sur la gestion de notre eau. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose. Moi, j'entends parler quelques pêcheurs qui vont lac Saint-François, beaucoup, que le niveau d'eau est pas élevé, donc le débit au barrage pour à l'ouverture de la truite, ça change depuis quelques années, toute l'ouverture. Non, quelques pêcheurs, on entend de plus en plus parler. Puis le problème de mettre la chaloupe à l'eau, que ce soit en rivière. Tu lis dans mes pensées, mon ami Vincent, parce que avec la difficulté qu'on a de régulariser le niveau d'eau, c'est une autre tuile qui s'abat sur la tête des pêcheurs qui ont déjà de la difficulté à se trouver des endroits pour mettre leur bateau à l'eau. Dû souvent à des règlements municipaux qui sont un peu, je dirais, un peu exagérés. Oui, moi, je suis d'accord que une descente de bateau aménagée, ça coûte des sous à la municipalité. Mais le pêcheur qui arrive là, avec son bateau, des fois en famille ou en chum, ils vont dépenser dans la municipalité aussi, là. Ils vont mettre du gaz, ils vont manger au restaurant, ils vont aller dans un motel. Donc, il y a de l'investissement, oui, qui a été fait par la municipalité, mais ça rapporte aussi. Absolument. Puis le plan d'eau appartient on va le dire, à tout le monde. Là. Ben oui, puis je trouve ça un peu désolant qu'il y ait des municipalités qui s'approprient ce droit-là au grand désespoir de plusieurs pêcheurs. On a hâte que les autorités, d'ailleurs, s'y mettent le nez. Nous, on va aller voir justement un beau reportage de pêche avec notre collaborateur Berkane et ses amis. Bonjour, aujourd'hui je suis accompagné de Justin Quirion et de Serge Boulet pour faire de la pêche tardive. Ce que je vous invite à faire, c'est de la pêche tardive en fin de saison. On est sur le fleuve Saint-Laurent, entre Lévis et Québec. Puis il faut savoir que dans cette zone-là, c'est la zone 21. Donc, la zone 21, c'est du pont de Québec jusqu'à la mer. Dans cette zone-là, on peut pêcher à l'année presque toutes les espèces de poissons, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, on va essayer de prendre toutes sortes de poissons. On va essayer aussi toutes sortes de trucs comme le drop shot, le jig ou le rapala. Puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fin de saison, on n'est plus sur les leurres qui sont en imitation de larves ou de sangsue ou de worm, de grands vers. On va pêcher beaucoup plus avec ce qui est des menées ou en apparence des menées.
parce qu'à l'automne, les poissons aiment beaucoup les grosses bouchées, des bouchées pleines de protéines, puis c'est ce qui est plus disponible aussi comme eau. Fait que je vous invite à venir en compagnie de Serge et de Justin. Un premier, petite attaque vigoureuse sur le ripple shad qui traînait dans le fond. On va remettre ça à l'eau. Yes! Et là. Très beau. Justin, t'es-tu bon pour la puise? Ouais, pour le pêche-chouille. Le pêche-chouille, prends pas ton temps, il est beau, oui. C'est un bar, laisse faire. Ah, il est venu faire un coup de queue, là. C'est ça le beau. Le coup de queue du bar. Tiens. Oh, wow. Une petite bête. Au drop shot, celui-là. Le bar rayé ici, c'est une espèce qu'on doit remettre à l'eau assurément dans notre région là, de Québec. Un peu, veux-tu y aller avec la puise? Oh, doré! Un doré. C'est le premier gardable. Même pas. Peut-être pas. Ça ressemble à un doré. Ah, écoute, c'est un poisson, c'est sûr, là, mais ça m'a pris du temps avant de savoir si c'était un fish. Ça prendrait du doré, là. Yes, un doré. Un petit blackie, je pense. Non, jaune. Il est pas pire, lui. Il est presque à la limite. Il est un petit peu petit, hein? Oh, il Il est petit, hein? c'est très déjà bon signe. Salut, mon homme. Il l'a, tabarnouche. Il est revenu. Hey, belle shot, ça, Justin. Une perche chaude. Ben, montre-la, elle prend le temps. Pas le temps de montrer de la perche Une chaude. perch. Oh! Oh! Ça va pas pire, hein? Oh! Putain, Ben, veux-tu le nettoyer? il est plus méchant que les autres, là. Oh! Ouais. On va le prendre au net. Oh oui, c'est un net case certain. C'est un très beau, très keeper. Quelle grosseur, tu penses? C'est un 17-18. Je suis pas très bon là-dedans, les grosseurs. Ben, limite, les gars. Oh oui, c'est un beau. C'est un beau. C'est un beau. Merci. Yes, sir. Beau doré, C'est bon 42 cm, prix drop shot avec un plomb, là, 3/4 pour bien sentir le fond. Puis j'avais un petit leurre souple là, de 3 pouces, une imitation de menée. Alors, on va garder ça dans le vivier. Ça, c'est un montage drop shot, mais plus classique, là. Avec, moi, je mets un plomb là, cylindrique en bas. Un hameçon, là, il se vend des hameçons exprès pour le drop shot. Et puis la façon que je plante mon poisson nageur, c'est que je le traverse simplement à hauteur de la tête. Il y a plusieurs écoles de pensée, là, mais moi je l'installe comme ça. Puis je pense que régulièrement, le poisson va venir attaquer à hauteur de la tête, alors mon hameçon est là et puis le tour est joué. On vient de prendre plusieurs dorés là, au coin en arrivant, au coin du quai. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'on prenait beaucoup de petits dorés. On avait un seul doré qui était légal, qu'on pouvait garder. La théorie est assez simple dans ce contexte-là. Souvent, les bandes dorées ou les bandes de poissons se tiennent ensemble en proportion égale en fait de grosseur. Fait que plus qu'on prend de petits poissons au même endroit, habituellement, c'est parce qu'il y a beaucoup de petits poissons. Fait qu'il faut essayer de se tasser alentour pour essayer de prendre plus gros. C'est ce qu'on fait actuellement. Puis on est en train de prospecter en espérant que le gros doré est alentour.
Les gros dorés, habituellement, prennent les meilleurs endroits de pêche. Fait que, si on a du petit poisson, techniquement, ils se font tasser par les gros. Il faut retenir ça aussi. Fait que quand on prend des petits dorés, on se dit, bon, ils prennent les miettes, ils prennent les restants. Fait on se déplace alentour pour essayer de voir s'il n'y a pas de gros, s'il n'y a pas du gros doré dans le coin. Fait que c'est ce qu'on fait présentement. Ben, Vigoureux! Ah! Incroyable! Mais non. t'es-tu... On voyez-vous? roule, là, Berkane? J'ai un petit doré jaune que j'ai pris. Puis mon montage, j'ai fait un montage double. Moi, j'aime bien faire des fois des montages doubles. Je prends une tête plombée avec un jig, puis le drop shot. Avec un autre hameçon. Fait que la technique du drop shot, c'est pas compliqué. C'est un petit hameçon qu'on vient placer à la hauteur qu'on désire. Entre 12 et 20 pouces, là, je vous dirais, là, dans ce cas-ci, il y a une douzaine de pouces. J'ai remarqué que ça mordait bien. J'ai essayé 20 pouces, puis j'ai presque pas eu d'attaque. Et on vient placer un petit menet, une imitation là, de poisson, piqué vraiment sous le bout du nez du leurre pour qu'il puisse dandiner ou flacoter dans l'eau quand on avance. Puis plus bas ici, ma jig, c'est vraiment une tête plombée avec un autre corps de caoutchouc qui émite encore une fois un petit poisson. Puis moi, j'aime bien ceux-là qui appellent avec des paddles, là, c'est-à-dire en arrière, on a un petit pad là, qui permet aux poissons dans l'eau là, de nager. Fait que si vous avez un peu l'idée, là, c'est que le leurre en avançant, là, il flacote comme ça dans le courant, le tirant d'eau, puis le menet ou le petit leurre, on a l'impression qu'il nage. Fait que ça fait des vibrations, fait que ça l'aide beaucoup pour attaquer. Même chose ici, là, pour mon petit drop shot, j'ai pris la même chose. J'ai pris un minnow beaucoup plus allongé. Fait que plus que c'est mince, plus que c'est allongé, plus que ça va avoir tendance à se tortiller ou à flocoter dans l'eau là, quand on avance ou quand on tire. Dans ce cas-ci, présentement, je suis en train de le faire avec mon moteur électrique. Fait que ce que je fais, c'est que je l'envoie à l'eau. Je le laisse descendre dans le fond. Puis une fois que j'ai ma tension avec le fond, ce que je fais, c'est que je navigue avec mon moteur électrique, puis je peux aller à 1 000 à l'heure, parce que ce qu'il faut retenir en fin de saison, c'est que tous les poissons ont des métabolismes au ralenti. L'eau, présentement, est à 50 degrés environ Fahrenheit. Donc, le poisson est au ralenti. Puis, il se prépare aussi pour la saison hivernale. En période là, de fin de saison, souvent comme ça, les poissons veulent dépenser moins d'énergie. Fait que la façon de les trouver, souvent, ça ne sera plus dans le courant ou à proximité des tirants d'eau. Ils se déplacent là, à des endroits proches des embouchures de rivières là, pour se préparer pour la fraie du printemps, mais en même temps pour s'assurer de combattre moins le courant dans des endroits qui est beaucoup plus de calmie, comme présentement on est dans une embouchure de rivière qui est la rivière Saint-Charles. Fait qu'on va poursuivre notre pêche à la traîne au moteur électrique avec une dandinette, une jig et un drop shot combo. Là, dans 2 secondes. Ah oui, pas pire, pas tout. Oh, la jig! Tu le pognes à la main. Là, parti pour ça, Berkane. Et voilà. Ici, voyez-vous, sur mon montage, drop shot et jig, lui, celui-là, il est venu chercher vraiment en profondeur sur mon jig. Ce qui est le fun quand on a un montage là, combiné comme ça d'un drop shot puis d'un jig, c'est que j'aime bien mettre une grosse bouchée sur le jig. Comme ça, j'ai plus de chances de prendre du gros poisson, tandis que la petite bouchée me permet d'en prendre plus. Il faut retenir que quand on prend des gros leurres, habituellement, règle générale, on prend plus de gros poissons. Mais présentement, comme on est en fin de saison, il faut essayer de ne pas aller plus gros que 3-4 pouces idéalement. Là, voyez-vous, c'est un petit doré qu'on va remettre à l'eau. Oui, ça commence avec ce que je pensais. Ça commence à être plus beau, les gars. Ça prend un filet. Tu as besoin de la c'est un pluie, plus beau. Berkane? Ça, je pensais, hein, regarde, quand je te disais, on vient ici, ils sont un peu plus beaux, là. Mais en même temps, oubliez ça. C'est pas tant. Il y en a. Encore un beau En feu, doré. il est en feu.
Des beaux dorés Un jaunes, autre beau. regardez-moi ça. C'est la dandinette. La jig en anglais, la dandinette en français. Fait qu'un autre petit. Oh, 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 oh! Canos, un autre petit doré jaune. Oui, c'est un estifi de beau doré. Ça? Oui, oui. Ben, un estifi de beau. T'as C'est un beau, là, c'est un gros. Oui, c'est un Pas beau. bien beau, là. Oui, Serge, c'est bon. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Chiffre de belle attaque. Si ça me met un beau, ça a l'air d'être pas pire. Ah, là, je suis content le net. Veux-tu la Oh, feuille? ça prend le net. Ah ouais, les gars, ça prend un que le net parce que là, je le travaille. Là. Au moins, ça a l'air d'être pas pire, sérieux. Un beau doré jaune. Le net à l'eau. Ah oui! Oui, oui, c'est bien On ça. grossit. C'est bien ça. Voyez-vous, quand je disais que les plus grosses prennent sur le jig, souvent, là, c'est un bel exemple d'un doré de 18 pouces, pas loin, là, pris sur le jig. Celui-là, on va le garder pour souper. Fait qu'on est rendu à la fin de notre journée. Finalement, notre fin d'après-midi, on a commencé, ça fait 2-3 heures à pêcher. Puis, somme toute, là, on a eu une belle journée, une belle productivité au niveau de la pêche. Serge a pris quelques beaux barres rayés, Justin également, puis même que Justin a pris une petite perche haute, mais ça donne la diversité. Puis ce qu'on retient surtout aujourd'hui, c'est qu'on s'est promené au début, on a essayé de trouver le poisson, on est tombé dans un banc de barres rayés. On l'a su parce qu'à force d'en prendre, à un moment donné, bien, on sait que le banc est là. Puis la chose à faire, c'est de se tasser parce que c'est un poisson qu'on ne peut pas tenter de prendre volontairement. Alors, on s'est tassé. Puis on a réussi à prendre quelques beaux petits dorés jaunes, un après l'autre. On réalisait que le banc de dorés était petit. Et finalement, on s'est déplacé encore pour finalement localiser des dorés un peu plus gros. Mais on était rendu pas mal à la fin de notre émission pour dire qu'on pouvait en prendre plus ou pas. Fait que Serge, je ne sais pas comment tu as trouvé ta journée. Super, c'était le fun. Mélange de quantité, diversité. Il y a eu de l'action, ça a été bien le fun. Merci. Fait que, on vous dit demeurer à l'affût. J'aime ce genre de reportage, Vincent, parce que pour les pêcheurs qui pensent que la saison de pêche se termine avec la truite mouvetée à la fin du travail, on s'aperçoit qu'un vrai mordu peut prolonger sa saison de pêche sur le fleuve, entre autres, dans des conditions souvent assez frisquées. Là. Souvent, c'est pas des chasseurs qui vont à cette période-là. C'est les chasseurs qui font de la pêche, ils chassent au lieu de pêcher. Mais c'est remarquable. Un beau bateau, bien installé quand même, une belle expédition de pêche, mais tout ça pour dire que c'est possible de pêcher quand même assez tardivement. Je reviens à nos moutons, parce que là, j'ai mis un peu de perplexité, bien des téléspectateurs, quand j'ai utilisé le terme « frein de bouche » en introduction. J'ai tout simplement pris l'expression anglaise que j'ai traduit, le muzzle brake, muzzle pour bouche, brake pour frein, qui est un dispositif, Vincent, qu'on voit de plus en plus souvent sur des carabines. Oui, il y a des carabines qui arrivent déjà de compagnie avec un muzzle brake installé dessus, ou ça s'installe par un armurier spécialisé. Ça prend une mailing, ça prend des outils. On ne peut pas faire ça ici aujourd'hui. Mais il y a différents... j'ai déjà vu dans le passé certaines compagnies qui allaient avec la facilité. Donc, au lieu de, on va dire, faire des filets à l'extérieur... Oui, parce que c'est fileté, ça. C'est comme s'il y avait comme encavé le canon, il y avait enlevé du métal. Oui. On perd aucune efficacité parce que on va dire, on est d'un terme anglais, le rifling continue. OK. Ça, c'est des rayures à l'intérieur qui ne sont pas altérées par le processus. Oui. Dans le passé, j'ai déjà vu des armuriers ou des compagnies qui faisaient les trous directement dans le canon. Ah, bien là, tu viens altérer la précision. On vient changer la précision. Donc, qu'est-ce qu'un armurier spécialisé ou la compagnie font? Ils vont faire le filet. Là, des muzzle break, là, la table pourrait être pleine de modèles différents. Ah oui? Oui. Il y a des compagnies ou des armuriers qui aiment mieux avoir plusieurs trous plus petits pour avoir un moins grand recul. Parce que c'est le but recherché. Il ne faut quand même pas se leurrer. L'utilité
définitif d'un frein de bouche, d'un muzzle brake, c'est d'amoindrir le recul lors de la détonation. Je donne un exemple. J'en ai un muzzle brake sur une petite 3006 que j'ai à la maison pour mes petites filles. Ça recule à peu près comme une 243. Ah oui, Ouais, ça coupe à peu près de 40 le recul. quand même, c'est pas négligeable. Ouais, le désavantage, c'est que notre son, habituellement, quand notre canon est complet, qu'il n'y a pas de trou sur le côté, le son sort juste en avant. Là, notre son sort de partout. Qui est multiplié parce qu'on entend souvent les gens sans dire se plaindre, Ouais. de noter que ma carabine a fait plus de bruit Ouais. avant que j'installe le frein de bouche. Faut penser, si vous chassez d'une cache fermée, il faut penser à ce détail-là, que ça Ouais. va, que le canon, il faut qu'il soit vraiment à l'extérieur. Mettre des coquilles. Des genre. coquilles. Souvent, les gens installent un muzzle brake pour qu'il y ait moins de recul, parce que c'est des calibres Magnum, 7 mm, 300, les nouveaux calibres aussi, 300 WSM, Oui. qu'il y ait moins de recul. Souvent, c'est des gens, je dirais pas qui ont peur de leur carabine, mais que notre cerveau sait que ça va cogner à l'autre bout. Fait que si notre cerveau sait qu'en pesant sa clenche, que l'épaule a envie de t'arracher, bien là, on fait des tirs des fois un petit peu moins bons. Oui, parce que tu es conditionné à vouloir essayer d'amortir le coup, puis tu ne penses qu'à ça, puis tu ne penses pas à ta précision. Hey, Vincent, installe-le, j'aimerais ça de voir comment que ça s'installe. Ça se visse tout simplement. Ça se visse, c'est sûr, il faut mettre une graisse si on OK. pense l'enlever dans le futur pour bien nettoyer notre muzzle brake, parce que s'il y a de la pluie, il faut penser à nettoyer nos petits trous aussi, là, pour pas qu'il y ait de rouille à l'intérieur. Hey, j'imagine que c'est un travail de précision pour un armurier. Regarde ça, c'est vraiment de toute beauté. Et il faut demander à notre armurier, si on le fait faire, qu'il fasse d'avoir la preuve du test de tir. Oui. Parce que si les filets ont été mal faits, notre muzzle brake est un peu de côté, j'exagère, là, mais notre balle n'arrivera pas parfaitement dans notre cible, elle va arriver de côté. C'est pour ça qu'il faut vraiment exiger que ça soit fait précis pour avoir un tir précis. Merci beaucoup, Vincent. Très intéressant de nous avoir démystifié le frein de bouche ou le muzzle brake. Eh bien, comme toute bonne chose a une fin, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère encore une fois que l'émission à l'affût vous a plu. On remercie notre collaborateur pêche, M. Berkane Coban, d'avoir pu faire ce reportage de pêche tardive avec ses amis Justin Quirion et Serge Boulet. Et on remercie bien sûr Vincent Cloutier avec ses excellents commentaires. On se dit, nous, comme à l'habitude, on reste à l'affût.